Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire un petit cours sur les taux de variation liés. C'est un sujet du cours de calcul différentiel et c'est pas la matière qui est la mieux réussie à l'examen. Vous pouvez me faire confiance. Ça vaut donc la peine d'écouter la vidéo au complet pour bien comprendre ce qui se passe ici. Avant d'aller étudier les taux liés directement, on va aller étudier c'est quoi un taux. Donc un taux, c'est probablement un mot que vous avez déjà entendu dans votre vie. C'est pas très compliqué. Un taux, c'est un rapport, c'est une division entre deux quantités. Par exemple, la vitesse, c'est un taux. Pourquoi? Donc, la vitesse, c'est quoi? C'est une distance, par exemple, des kilomètres, divisée par du temps, qui est, par exemple, des heures. Et puisque c'est une division entre deux quantités, la distance et le temps, mais ceci est un taux. Par la même occasion, on peut aussi souligner que la dérivée, c'est un taux. Pourquoi? La dérivée, c'est quoi? C'est la variation des y divisée par la variation des x. Donc, la dérivée aussi, c'est un taux, qui représente ici la pente de la droite tangente. Donc, c'est quoi des taux liés? Ben, c'est justement, ça va être des dérivées qui vont être liées les unes avec les autres. Pourquoi est-ce que les dérivées seraient liées les unes avec les autres? C'est parce que les variables vont être liées les unes avec les autres. Dans un problème de taux liés, qu'est-ce qui va arriver? On va avoir un paramètre et ce paramètre-là va lui-même dépendre d'un autre paramètre. Et justement, puisque j'ai deux paramètres qui sont liés les uns avec les autres, ben, les dérivés vont être liés les uns avec les autres, ce qui fait que les taux vont être liés, ou les dérivés vont être liés de façon, en mot plus calcul différentiel, si on peut dire. Allons faire un petit exemple. Avec un ballon sphérique, on se rend bien compte que le volume d'un ballon change à mesure qu'on lui introduit ou on y retire de l'air. Si le volume du ballon varie, c'est que le rayon varie aussi. Donc, c'est exactement ce que je viens de vous dire. J'ai un problème ici, où est-ce que j'ai un ballon sphérique. Donc, j'ai le volume, et comme tous les petits enfants savent, le volume d'un ballon, ça va dépendre de son rayon. Et si j'enlève ou si je rajoute de l'air dans le ballon, ben, il y a aussi le paramètre temps qui va arriver en ligne de compte. Donc, le rayon lui-même va dépendre du temps. Donc, le volume dépend du rayon, le rayon dépend du temps. J'ai un paramètre qui dépend d'un autre paramètre. Donc, V dépend de R et R dépend de T. Voilà. Donc, ceci est un problème de taux lié parce que ben, j'ai deux paramètres qui dépendent un de l'autre. Et en plus, les dérivés aussi vont dépendre l'un de l'autre. C'est-à-dire que la variation du rayon aussi va avoir un impact sur la variation du volume. Continuons à lire. À quelle vitesse varie le volume du ballon à t égale à 3 secondes en sachant que le rayon du ballon suit la relation r de t égale à 5 sur t plus 1 où r de t est en centimètres. Donc parfait, ici j'ai la relation qui exprime comment le rayon varie et avec ça, on va aller réussir à calculer à quelle vitesse varie le volume du ballon. Pour arriver à faire ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par aller établir c'est quoi la formule qui donne le volume d'un ballon. Un ballon sphérique, là, c'était précisé dans le problème. Donc, vous avez vu au secondaire que le volume d'un ballon, ça dépend de son rayon, et la formule, c'est 4pi r cube sur 3. Et là, ce qu'on a vu aussi, c'est que le paramètre R, c'est encore une fonction. C'est-à-dire que dans ce cas-ci, le volume dépend du rayon, mais le rayon va aussi dépendre du temps. Donc, j'ai une fonction dans une fonction. Ce qui fait que ma fonction volume va simplement devenir 4pi r de t au cube sur 3. Donc ici, j'ai le volume qui dépend du rayon et la nouvelle formule pour le volume selon la fonction rayon. Là, ce qu'on pourrait faire, c'est aller directement remplacer cette fonction-là dans cette fonction-là ici. C'est pas ce que je vais recommander. Pour la simple et bonne raison que dans les problèmes de taux liés, c'est rare qu'on a explicitement cette formule-là. Ici, on l'a parce que c'est le premier problème, mais la plupart du temps, on ne l'a pas directement, donc c'est pas ce que je vous recommande. Et en plus, si on rentre cette fonction-là dans cette fonction-là, ça va devenir vraiment compliqué à dériver parce qu'effectivement, on va vouloir dériver, hein, on est en calcul différentiel. Ça va devenir difficile à dériver, donc c'est pas ce que je recommande. Donc ce que je vais faire, je vais effacer cette ligne-là. Et la façon qu'on va procéder ici, c'est de se dire, parfait, moi je vais aller calculer la vitesse à laquelle varie mon ballon. Donc ce que je vais aller calculer, moi, c'est quoi? C'est la dérivée de ma fonction volume. Donc c'est ça ici, prime, que je veux calculer. Et
je vais donc aller dériver aussi ma relation qui est à droite. Faire un pic qui a du bon sens. Donc, je vais aller dériver la relation qui est à droite, comme ça. R de T au cube. Là, c'est possible que dans vos cours, votre prof utilise une autre notation, là, du genre dy sur dt ou des notations de Leibniz. Moi, je préfère la notation des primes, mais si votre prof utilise une autre notation, sachez que c'est bien correct. Donc, c'est ça que je veux connaître, moi. C'est la variation du ballon, c'est la dérivée de la fonction volume. Pour calculer ça, ben, je vais simplement aller calculer la dérivée de ce qui est à droite. C'est pas très compliqué. Le 4pi sur 3, c'est une constante. Je vais le sortir de ma dérivée. Et le r de t au cube, ça aussi, je vais le dériver. Ça va me donner r. Le 3 s'en vient en avant, donc 3r de t au carré. Et puisque c'est une enchaîne, je vais aussi dériver l'intérieur. Donc, fois la dérivée de l'intérieur. Et ceci, c'est ma nouvelle fonction. Donc, ce que je vais faire, je vais aller calculer séparément les valeurs que je vais remplacer dans cette formule-là. Pourquoi? Parce que nous, ce qu'on veut connaître, c'est la variation du volume quand on est à 3 secondes. C'est-à-dire, je vais aller calculer V de R de 3, comme ça ici. C'est-à-dire, il faut que j'aille calculer cette formule-là ici. On va juste enlever le... Voilà. J'ai pas besoin des sur 3, hein. Les sur 3, on peut les canceller ici. Fait que je propose qu'on les cancelle. Comme ça. Voilà. Et je vais me ramasser ici avec R de 3 au carré fois R' de 3, comme ça. Super. Donc, je vais aller calculer mon R de 3. Donc, R de 3. R de 3, c'est pas très compliqué. C'est juste d'aller mettre 3 dans la formule qui est en haut. Ça va me donner 5 sur 3 plus 1, qui va simplement me donner 5 quarts. Donc, la quantité qui est ici, c'est 5 quarts. R' de 3, pour pouvoir calculer ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais être obligé d'aller calculer la dérivée de R de t. Je vais la calculer séparément. Donc, la dérivée de R de t, c'est simplement 5 à la t plus 1 prime. Ici, on pourrait faire une règle du quotient, mais pour se simplifier la vie, au lieu de faire une règle du quotient, je vais utiliser une règle à chaîne. C'est-à-dire que le t plus 1, je vais le monter en haut en inversant le signe de l'exposant. C'est-à-dire que ça va devenir 5 t plus 1 à la moins 1. En le dérivant de cette façon-là, je ne serai pas obligé de faire une règle du quotient. Maintenant, le 5, c'est une constante, je le sors de la dérivée. Le t plus 1 à la moins 1, le moins 1 s'en vient en avant, donc ça va devenir moins 5. T plus 1 à la moins 2, comme ça. Et puisque c'est une enchaîne, il faut faire fois la dérivée de l'intérieur. Ça ne fera pas grand-chose ici, parce que la dérivée de t plus 1, ça fait simplement 1 comme ça. Voilà. Donc, je vais juste faire un petit menu simplification. Le t à la moins 2 va aller au dénominateur. Ça va me faire t plus 1 à la 2, comme ça. Voilà. Donc, ceci est ma fonction dérivée. Maintenant, ce que je voudrais avoir, moi, c'est R' de 3. Donc, on va aller faire R' de 3. Ça va me donner moins 5 sur t plus, pas t plus 1, mais 3 plus 1. Hein? C'est ça qu'on veut faire. Efface. Voilà. Ce qui va me donner, allez, 3 plus 1 au carré. Ce qui va me donner moins 5, puis 3 plus 1 au carré. Ça va me faire 3 plus 1, 4 au carré. 16, comme ça. Déjà, on peut remarquer, la valeur, elle est négative. Si la valeur est négative, ça veut dire que le rayon diminue. Si le rayon diminue, ça veut dire que le ballon est en train de dégonfler. Voilà. Donc, mon R' de 3, ça ici, ça va me donner moins 5 16e. Ce qui fait que cette relation-là, en la réécrivant comme il faut, là, ça va me donner 4pi fois 5 quarts au carré fois moins 5 16e. On va les calculer ensemble qu'est-ce que cette quantité-là donne.
On va aller chercher une petite calculatrice parce que mentalement, c'est pas facile. Donc, ça va faire 4pi multiplié par, ouvrez parenthèse, fraction 5 quart carré, multiplié par, ouvrez parenthèse, fraction moins 5 sur 16, qui va donner moins 125 pi sur 64 en valeur exacte. Nous, dans un problème appliqué, on va y aller en décimale, ce qui va me donner moins 6.14, à peu près moins 6.14. Au lieu de mettre un égal, je vais faire un environ égal, moins 6.14. Quelles sont les unités? Puisqu'on est dans un problème à contexte, ça prend des unités. Donc, on est en train de calculer la variation du volume dans le temps. Donc, le volume, on sait que ce sont des centimètres cubes. Et puisque c'est la dérivée, donc c'est divisé par rapport au temps. Donc, c'est divisé par des secondes, puisque le problème est par seconde. Ça veut dire que notre solution ici, c'est moins 6.14 cm3 par seconde. C'est-à-dire à chaque seconde, le ballon va diminuer de moins 6.14 cm3 au niveau du volume. Voilà. Donc, quand on veut faire un problème de taux de variation lié, ce que je vous suggère, c'est de suivre les petites étapes qui sont ici. D'abord, bien comprendre le problème. Ça a l'air un peu nono comme ça, là, mais j'ai tellement vu d'étudiants, moi, de faire un problème sans vraiment comprendre qu'est-ce qui se passait. La meilleure façon de bien comprendre le problème, c'est souvent d'utiliser le deuxième, faire un schéma. En haut, on n'a pas fait de schéma parce que c'était un ballon qui gonflait ou qui dégonflait, mais on va voir que dans d'autres problèmes, ça peut être pratique de se faire un dessin. Ensuite, il faut écrire une relation qui met, écrire une équation qui met en relation les données du problème. C'est ça que j'ai fait ici. On parlait d'un ballon qui se dégonflait. Ben, j'ai écrit une fonction qui me décrit le volume du ballon. Ensuite, j'ai dérivé l'équation. Pourquoi on dérive l'équation? Bien, souvent, on va être intéressé par connaître la variation de quelque chose. Ce qui fait que, pour connaître la variation, on a besoin d'utiliser le calcul différentiel, on a besoin d'une dérivée. De toute façon, en calcul différentiel, si vous faites un problème sans dérivée, il y a quelque chose de louche. Hein? On devrait dériver quelque part ou utiliser une notion de prime à gauche ou à droite, sinon on fait n'importe quoi. Une fois que vous avez dérivé l'équation, vous remplacez les valeurs connues dans l'équation dérivée. C'est ce qu'on a fait ici. Hein? J'ai remplacé tout ce qu'on connaissait dans cette équation-là. Et il y a juste une donnée que je ne connais pas ici, qui était le V'. C'est ce que je voulais calculer. Nous, il était déjà isolé, mais ça se peut qu'on ait besoin de l'isoler. Donc, auquel cas, on l'isole et on calcule notre réponse. Donc, c'est ça les étapes qu'il faut faire quand on fait un problème de taux de variation liée. Comme j'avais dit plus haut, on n'a pas toujours explicitement cette quantité-là. Par exemple, si on reprend le même problème, mais on change un petit peu les données, donc encore une fois, on veut trouver encore la vitesse à laquelle varie mon ballon sphérique, cette fois-ci après 4 secondes, c'est bien différent. Mais là, je vous dis que la vitesse est constante à 2 cm par seconde. Donc, qu'est-ce que ça change si j'ai une vitesse constante à 2 cm par seconde? On avait déjà calculé ensemble que la dérivée du volume, donc la dérivée du volume à 4 secondes, donc on l'a fait en haut, on ne va pas refaire le même raisonnement ici, ça va me donner 4 pi r de 4 au carré fois r' de 4. Hein, grosso modo, c'est pas mal la même équation qu'on avait ici, c'est juste que maintenant, au lieu d'avoir 3, j'ai mis 4 à l'intérieur. Sauf que là, le problème, c'est que j'ai pas explicitement la fonction rayon. Fait que si je vous dis, par exemple, le rayon augmente à une vitesse constante de 2 cm par seconde, on sait que cette quantité-là va augmenter à 2 cm par seconde, mais cette quantité-là, elle n'est pas explicitement donnée. Donc, dans certains cas, il faut la calculer. C'est ce qu'on va faire ici. Par exemple, si je vous dis que la vitesse elle est constante à 2 cm par seconde et que ça augmente pendant 4 secondes, donc si je vous dis que pendant 4 secondes, ça augmente, donc pendant 4 secondes, ça augmente de 2 cm par seconde, ben en les multipliant, les secondes se cancellent, et ça va me dire que mon rayon est rendu exactement à 8 cm. Donc dans ce cas-ci, on peut s'en sortir comme ça. Donc la quantité qui est ici, elle est de 8. Donc, qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner 4pi fois 8 au carré
fois 2. Là, je pourrais bien le calculer dans ma tête, mais pour être sûr de ne pas avoir d'avoir la bonne réponse et de ne pas avoir l'air fou sur Internet, on va le calculer. On va le calculer avec ma calculatrice. Donc 4pi fois 8 au carré multiplié par 2, ce qui va me donner 512 pi. Il me donne 512 pi. Il n'est pas toujours pratique d'avoir cette quantité-là ici en nombre exact. Donc, on va le faire évaluer par ma calculatrice. Et pour le faire calculer, on va faire la petite manipulation. Et ça va me donner 1608,5. Et encore une fois, c'est la variation du volume qu'on calcule. Ça veut dire que c'est encore une fois des centimètres cubes par seconde. On n'est pas toujours obligé de vous donner la variation du rayon. On peut donner une autre dérivée. Par exemple, si on reprend encore une fois le même problème, à la place de donner la variation du rayon, on peut donner la variation du volume. Oh, petit problème technique ici. Donc, la variation du volume. Donc, encore une fois, j'ai le même ballon sphérique. On va aller calculer ici la vitesse à laquelle s'accroît le rayon quand celui-ci vaut 7 cm. Donc, encore une fois, c'est la même relation. C'est-à-dire, j'ai mon V de R de T prime, comme ça. Et c'est encore une fois 4pi R de T au carré fois R' de T. Ici, on n'a pas donné de temps, mais on dit que le volume s'accroît à une vitesse constante de 5 cm3 par seconde. Donc, c'est quoi ça? 5 cm3 par seconde, c'est la dérivée du volume, c'est-à-dire c'est cette quantité-là qui est ici. C'est mon 5 cm3 par seconde. 4pi. Et on a dit, je donne pas le temps, mais je dis quand le rayon vaut 7. C'est-à-dire quand cette quantité-là vaut 7, donc quand mon R de T vaut 7, je vais mettre mon 7 là-dedans, 7 de T au carré me donne R' de T. Et cette fois-ci, la seule quantité que je ne connais pas, c'est cette quantité-là qui est ici. Je ne connais pas le temps, mais j'en ai pas de problème. C'est pas ça la question. Je ne demande pas à quel moment, je demande quand le rayon c'est 7, c'est quoi la dérivée du rayon, donc à quelle vitesse s'accroît le rayon. Je n'ai pas besoin d'avoir le temps ici. Et je peux simplement aller l'isoler. Ça va me donner quoi? Ça va me donner 5 est égal à 4 fois pi fois 7 au carré. Et ça me donne la dérivée du rayon. Ce qui fait que la dérivée du rayon va me donner, on va encore une fois aller chercher mon ami la calculatrice. On va aller pitonner la petite relation qui est ici. Ça va me donner divisé par 5 divisé par 4 pi fois 7 carré. Qui me donne 0,082. Donc 0,00812. Cette fois-ci, on calcule la variation du rayon, ce qui fait que maintenant, on n'aura pas les centimètres cubes, mais on va avoir des centimètres carrés parce que, ben justement, excuse-moi, c'est pas carré, mais c'est linéaire, hein? C'est juste centimètres parce que c'est juste une distance divisée par du temps. Voilà. Good! Allons faire des problèmes un petit peu différents. Donc ici, on va aller faire le problème de l'échelle. Ça, c'est un problème qui se trouve à peu près dans tous les manuels de calcul différentiel que j'ai vus dans ma vie, avec les chiffres peut-être différents, mais cette idée-là est toujours réutilisée. Allons-y. Une échelle d'une longueur de 4 mètres est appuyée à un mur. Le bas de l'échelle se met à glisser en prenant des mesures. On constate que lorsque le bas de l'échelle est à 1,5 m du mur, il s'éloigne de celui-ci à une vitesse de 1,8 m par seconde. Une personne qui observe ce phénomène veut connaître la vitesse à laquelle le haut de l'échelle descend le long du mur à ce moment. Comment on va faire ça? On va se faire un dessin. Pour bien comprendre ce qui se passe, on va aller dessiner la situation. Donc, j'ai un mur. Si les ingénieurs qui ont fait le mur étaient à jeun, vous allez être à angle droit. Vous avez une échelle qui est appuyée sur votre mur comme ça, qui va glisser dans le temps, c'est-à-dire que le haut de l'échelle va glisser vers le bas, puis le bas de l'échelle va aller dans ce sens-là. C'est ça qui se passe. Quand on fait un problème de taulier, c'est toujours important d'aller bien identifier qu'est-ce qui va varier, puis qu'est-ce qui ne variera pas.
Qu'est-ce que je veux dire par là? Mais quand l'échelle va glisser, la longueur sur le mur, elle va diminuer. Quand l'échelle va glisser, la longueur sur le plan des X, si vous voulez, lui, il va augmenter. Mais la longueur de l'échelle, elle ne va jamais varier. Donc, quand vous avez quelque chose qui ne varie pas, par exemple, la longueur de l'échelle, allez écrire, ça vaut 4 mètres. Ça ne varie pas. Mais le bas de l'échelle, lui, sur l'axe des X, ça va varier. On va aller l'identifier par une fonction. Donc, ça va varier dans le temps. Puis, même chose pour le côté Y, que je vais appeler Y de T. Je l'appelle Y de T parce que lui aussi, il va varier dans le temps. Donc, ce qui varie dans le temps, on lui donne le nom d'une fonction. Donc, YPX. Puis, ce qui ne varie pas dans le temps, on met tout de suite une constante. Et c'est ça qui se passe. Nous, qu'est-ce qu'on veut connaître? On veut connaître la vitesse à laquelle le haut de l'échelle descend le long du mur. C'est-à-dire, je veux connaître la variation du Y. En d'autres mots, ce que je cherche, moi, ce que nous cherchons, nous, si on peut dire ça comme ça, c'est Y' de T. On cherche comment va varier votre Y. Donc, la dérivée du Y. On veut savoir ça. Donc, quand on veut faire ce problème-là, qu'est-ce que j'ai dit? On essaie de bien comprendre le problème. On fait un dessin, c'est ce qu'on a fait. Maintenant, il faut qu'on écrive une équation qui met en relation les données du problème. Donc, j'ai quoi ici? J'ai un triangle rectangle, un triangle avec un angle droit. J'ai un côté Y, j'ai un côté X, j'ai l'hypoténuse qui est 4. Ce qui fait que ce qui met les relations en lien ici, ou les variables en lien ici, c'est juste le théorème de Pythagore. Donc, X au carré de T plus Y au carré de T, ça va vous donner 4 au carré. Et c'est ça qui met les variables en relation. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller chercher mon Y'. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre cette relation-là et je vais la dériver. On pourrait isoler le Y en premier. C'est pas ce que je vous conseille. Ça peut se faire, là. On vous remonte avec des racines. C'est pas super agréable de dériver des racines. Moi, ce que je vous conseille, c'est, vous avez l'équation, dérivez-la tout de suite, faites aucune modification. Et c'est ce que je vais faire. Je prends la relation qui est ici, je la dérive. Ça va me donner quoi? Ça va me donner 2, donc le 2 s'en vient en avant, X de T. Mais puisque je dérive une fonction, il faut multiplier par la dérivée de l'intérieur parce que c'est une enchaîne. Puis même chose pour le Y, ça va me donner ici 2Y de T, et parce que c'est une enchaîne, multiplié par la dérivée de l'intérieur. Est égal à 4 au carré, ça fait 16, dérivée d'une constante, tous les petits enfants savent que ça fait 0. Voilà. Et la quantité qu'on cherche ici, elle est là. Y'. On a simplement besoin d'aller l'isoler et on va avoir pas mal gagné notre problème. Donc, ce que je vais faire, je vais envoyer cette quantité-là de l'autre côté. Je vais me ramasser avec 2y de t, y' de t est égal à moins 2x de t, x' de t. Profitons de l'occasion pour aller biffer les deux qui traînent. Hein? Ça va être plus facile comme ça. Faisons-le. Et je vais aller diviser par y de t de chaque côté. Ce qui fait que la dérivée de y de t, ce que je cherche, la variation de mon côté ici en y, du haut de l'échelle qui descend, ça va me donner moins x de t, x' de t sur y de t. Je suis quand même content d'avoir un moins en avant. Hein? Ça veut dire que ma vitesse elle va être négative. Si ma vitesse va être négative, ça veut dire que la distance va diminuer. C'est ce qui se produit dans mon dessin. Ma distance va diminuer. Je suis content que ça soit négatif. Maintenant, on va aller remplacer ce qu'on connaît là-dedans. Super. Qu'est-ce qu'ils nous disent dans le problème? Donc, en prenant des mesures, on constate que lorsque le bas de l'échelle est à 1,5 m du mur, c'est-à-dire quand cette quantité-là, elle est de 1,5, c'est-à-dire quand cette quantité-là, elle est de 1,5, il s'éloigne de celui-ci à une vitesse de 1,8 m. Ça veut dire quoi, ça, il s'éloigne à une vitesse de 1,8 m? Ça veut dire que la dérivée de x de t, c'est 1,8. Comme ça, on va l'avoir. Ce qui fait que la quantité qui est ici, c'est 1,8. Et là, y de t, si vous lisez le problème, il n'est pas donné directement. Qu'est-ce que je veux dire? C'est qu'on a dit que ça, c'est 1,5 m, on a dit que ça, c'est 4 mètres, mais jamais cette donnée-là, elle est fournie dans le problème. Cependant, c'est un triangle rectangle. Puisque c'est un triangle rectangle,
On sait que le côté y, c'est simplement, donc, c'est va être y au carré plus 1.5 au carré va me donner 4 au carré par le théorème de Pythagore. Et mon ami Pythagore ici va être capable de me permettre d'aller isoler mon y. Donc, je vais envoyer le 1.5 de l'autre bord, puis je vais faire la racine d'un coup. Ça va me donner y est égal à la racine de 4 au carré moins 1.5 au carré. Théoriquement, il faudrait avoir un plus ou moins ici, parce que quand on prend l'extrême racine, il y a le côté négatif. La distance va être positive, fait que j'ai juste besoin d'avoir la quantité positive, là. Mais en théorie, il y a un plus ou moins. Ce qui fait que la quantité qui est ici, on peut aller la remplacer là. Ce qui fait que ma vitesse, ça va simplement être moins 1.5 multiplié par 1.8 divisé par la racine de 4 au carré moins 1.5 au carré. On va aller chercher, mon ami, la calculatrice. On va aller pitonner cette relation-là. Ça va me donner moins 1.5 fois 1.8 divisé par la racine de 4 au carré moins 1.5 au carré. Voilà. Ce qui me donne 0.73. Moins 0.73. C'est une dérivée de y, donc c'est une longueur. Ici, on était en mètres, donc ça va me donner des mètres par seconde, parce que c'est ça les unités qu'on utilisait, des mètres et des secondes, mètres par seconde. Donc, moins 0.73 mètres par seconde. Faites pause, essayez cet exercice-là par vous autres-mêmes, c'est ce que je vous conseille, si vous ne voulez pas continuer à écouter, mais à ce qu'on a fait quelques exemples, essayez de faire le problème par vous autres-mêmes, puis on se reparle de ça dans le temps que vous avez besoin, en fait. Hein, vous êtes chez vous, en train de faire ça, arrangez ça à votre goût. Maintenant que tout le monde a clairement fait chez eux, on va aller faire le problème qui est ici. Donc, dans le même contexte, il est possible de calculer la vitesse à laquelle l'aire du triangle formé par l'échelle, le sol et le mur changent avec le même déplacement. Donc, qu'est-ce qui se passe? J'ai le même, on est dans la même situation, sauf que maintenant, ce qui nous intéresse d'aller calculer, c'est l'aire. Donc, l'aire qui dépend de t. La formule pour l'aire du triangle, c'est pas si compliqué que ça. Donc, l'aire qui dépend de t, c'est base fois hauteur divisé par 2, ce qui fait que la base, c'est x de t, la hauteur, c'est y de t parce que c'est un triangle rectangle, et on divise par 2 parce que c'est la moitié du rectangle. Donc, l'aire de la base fois la hauteur, pas très beau, hein, ça? Mon crayon n'est comme pas levé, fois la hauteur, divisé par 2. Donc, nous, ce qu'on veut calculer, c'est quoi? On veut aller calculer la vitesse à laquelle l'aire du triangle change. Donc, ce qu'on veut calculer, nous autres, c'est A' de t, comme ça. Donc, pour pouvoir avoir A' de t, je vais simplement aller dériver ma relation qui est ici. Ça va me donner quoi? A' de t. Le 2, c'est une constante, donc je vais mettre mon 1/2 en avant. Et ici, chers gens de YouTube qui m'écoutez, il faut faire attention, hein, ça c'est une règle du produit. Donc ça va me donner quoi? Ça va me donner la dérivée du premier fois le deuxième, plus le premier fois la dérivée du deuxième. Et ces 4 quantités-là qui sont ici, on les a tous calculées ou eu dans le problème au départ. C'est-à-dire, le x', on avait dit que c'était 1.8. 1.8. Le y', on avait dit que c'était la racine de 4 moins 1.5 au carré. Donc, de 4 carré moins 1.5 au carré. Dans la racine. Plus x de t, on a dit que c'était 1.5. Multiplié par y', c'était la question précédente. On avait dit que c'était moins 0.73. Donc, je vais dire que c'est moins 0.73. Comme ceci. Ce qui va me donner, allons chercher mon ami la calculatrice.
C'est-à-dire, on va faire 1 divisé par 2 multiplié par, ouvrez parenthèse, 1,8 multiplié par la racine de 4 au carré moins 1,5 au carré. Oups, ma racine, je suis sorti de ma racine. Il va falloir recommencer. C'est pas grave. Moins 1,5 au carré. On sort maintenant. Plus, je ne suis pas sorti, on sort, j'ai dit, plus 1,5 multiplié par, on va ouvrir une parenthèse, là, même si ça ne changerait pas grand-chose en bout de ligne, 0,73. Comme ça. Ce qui va me donner 2,79. Il va me donner ici 2,79. Quelles sont les unités? On travaillait avec de l'air, puisque c'est de l'air, ce sont des mètres carrés et par des secondes. Si vous vous dites, ouais, mais là, ça aurait dû être négatif parce que si le côté ici, il diminue, l'air va finir par diminuer. Oui, éventuellement, on va arriver à 0, mais au début, il va légèrement augmenter, puis si on continue de descendre, oui, il faut finir par devenir par 0, mais vu que c'est une relation qui est au carré, vu que c'est G de trop qui se multiplie, c'est comme une parabole, si vous voulez, ça va augmenter un petit peu, puis après, ça va diminuer. Donc, on est juste dans le moment où on est en train de monter. C'est pas super grave, là, si vous n'avez pas allumé que ça devait être négatif comme chiffre, c'est pas bien grave, mais ici, c'est normal que ce soit positif. Donc, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'à chaque seconde, l'aire de mon rectangle, de mon triangle, augmente de 2,79 mètres carrés par seconde. Voilà. Encore une fois, je vous encourage de faire ce problème-là par vous autres-mêmes avant de regarder la solution, mais vous êtes des adultes, arrangez ça à votre goût. Faisons-le tout de suite. Un pétrolier vient de s'échouer sur un récif. Il perd de l'huile qui se répand autour de lui en forme de cercle. Le rayon de la nappe d'huile augmente à une vitesse constante de 500 mètres par jour et son épaisseur est constante à 3 cm. Les autorités de la garde côtière veulent savoir à quelle vitesse le volume de la nappe de pétrole augmente-t-elle à la fin du 3e jour. Très bien. Donc, pour faire ce problème-là ici, il faut bien comprendre que j'ai un pétrolier qui est au milieu, puis à chaque jour, il y a une nappe de pétrole qui augmente de façon circulaire comme ça. Cette nappe de pétrole-là, c'est pas un cercle en réalité, elle a une épaisseur. C'est bien dit ici, on a une épaisseur de 3 cm et cette épaisseur-là, elle est constante partout. Comme ceci. Bon, vous excuserez mes talents en dessin, hein, c'est plutôt moyen. Mais l'idée de base, c'est de comprendre ici que cette nappe-là, en réalité, c'est un cylindre. Donc, c'est comme si la hauteur du cylindre était de 3 cm. Et que, que le dessus du cylindre, c'est un cercle, hein, comme tous les cylindres d'ailleurs. Parfait. Nous, ce qu'on veut connaître, c'est la vitesse à laquelle le volume de la nappe de pétrole augmente à la fin du 3e jour. C'est-à-dire, on veut connaître la dérivée de la formule qui me donne le volume du cylindre. Donc, on sait que pour le volume d'un cylindre, ça me donne l'aire de la base fois la hauteur, donc pi r carré, multiplié par la hauteur. C'est bien important de comprendre ici que le rayon en réalité, il va dépendre du temps, parce que plus le temps augmente, plus le rayon de ma nappe augmente, c'est ce qui est dit dans le problème, hein, 500 mètres par jour, c'est bien écrit. Et la hauteur, l'autre chose qui est très importante, c'est que ça, c'est une constante. C'est constant à 3 cm. Donc lui, il ne varie pas, c'est pour ça que je n'ai pas mis h de t, mais j'ai juste mis h. Il faut falloir faire attention à quelque chose aussi. Hein? On est à 500 mètres par jour, puis la hauteur est en centimètres, donc il va falloir convertir pour être dans toutes les mêmes unités. Donc, je vais mettre 3 cm comme ça, 0,03 cm pour dire que c'est 3 mètres. Voilà. Donc, la formule ici, le volume qui dépend du rayon qui va dépendre du temps, ça va me donner pi r de t au carré, multiplié par mon 3 cm, mon 0,03 m. Parfait. Ça, c'est la formule qui me donne le volume de ma nappe de pétrole. Moi, ce qui m'intéresse à savoir, c'est la vitesse, donc la dérivée de mon volume. Et je vais simplement avoir besoin d'aller dériver cette fonction-là. Donc, je vais aller dériver, je vais mettre mon 0,03 en avant avec le pi, mon r de t au carré, et c'est ça que je vais dériver. Là, on dirait que j'ai mis 2 points, hein, mais c'est pas une virgule comme ça. Voilà, juste une virgule. OK, c'est ça qu'on va dériver ici.
En dérivant ça, le 0.03 pi, ça c'est une constante. 0.03 pi, c'est une constante, ça sort la dérivée. Le 2 s'en vient en avant. R de t est à l'intérieur, fois la dérivée de l'intérieur, comme ça. Excellent. Et maintenant, pour connaître, nous, ce qui nous intéresse en réalité, c'est le volume quand le temps est de 3 jours. Donc, il faut mettre un 3 dedans. Donc, ça me donne 0.03. Je vais changer mon 0.03 en 0.06, qui est en fait x2. 2 fois 0.03, ça va faire 0.06. Multiplié par pi, R de 3 fois R' de 3. On dit que le R' de 3, donc R' de 3, c'est une constante, hein, c'est 500 mètres par jour, donc c'est de 500 mètres. Ça va à vitesse constante, c'est bien indiqué dans le problème. Donc cette quantité-là, elle va être de 500. Et encore une fois, cette donnée-là, elle n'est pas explicite dans le problème, mais on dit après 3 jours, puis c'est 500 mètres par jour, fait que 3 jours à 500 mètres par jour, ça veut dire qu'après 3 jours, je suis à 1500 mètres. Ce qui fait que ce problème-là va devenir 0.06 fois pi fois 1500 multiplié par 500. Comme ça. On va juste descendre un peu pour que les chiffres arrivent dans ma grosse face. Et il me reste à aller pitonner le tout. On va aller chercher notre belle calculatrice. 0.06 multiplié par pi multiplié par 1500 multiplié par 500. Ce qui va me donner beaucoup. Ce qui va me donner environ, je vais pas regarder, 141 372. 141 372. Les unités de tout ça, on est en train de parler de volume. C'était en mètres qu'on avait choisi comme unité. Fait que ça va être des mètres cubes parce que c'est un volume. Et c'est divisé par des jours, comme ceci. Donc des mètres cubes par jour. Donc à chaque jour, mais une journée de plus, il va faire augmenter mon volume de 141 372 mètres cubes. Voilà. Dernier petit problème. Encore une fois, je vous encourage à le faire par vous autres mêmes. Faites pause. Voici la correction. Un avion vole à 580 km/h à une altitude constante de 6 km et s'approche d'une caméra vidéo placée au sol. Soit θ, l'angle d'élévation de cette caméra. Calculez la vitesse à laquelle la caméra doit faire une rotation afin de continuer à fixer l'avion lorsque l'angle d'élévation est de pi sur 3. Pi sur 3. Un problème un petit peu plus difficile. Allons faire un bon dessin pour nous aider. Donc, j'ai une caméra qui est ici, une caméra, puis elle fixe un avion qui est dans les airs, comme ça. Donc, l'avion s'en va dans cette direction-là. Et ils nous disent que l'avion, elle est une altitude constante de 6 km. Comme ceci. Et nous, ce qu'on veut, c'est avoir l'angle d'élévation de cette caméra. L'angle d'élévation, c'est l'angle qui est ici. Donc, c'est bien important de comprendre, l'angle, il va varier dans le temps. Plus l'avion va avancer, l'angle va varier. Le 6 km, lui, il est constant. Fait qu'il ne variera pas. J'ai écrit 6 km. Puis une autre donnée qui va varier dans mon problème aussi, c'est la donnée qui est ici, c'est la distance horizontale entre l'avion et la caméra. Lui aussi, il va varier dans le temps. Plus l'avion va avancer dans cette direction-là, plus la longueur va diminuer. Et là, ce qu'on veut connaître, nous autres, c'est calculer la vitesse à laquelle la caméra doit faire une rotation. Donc, ce qui m'intéresse, nous autres, c'est la vitesse de rotation, donc la vitesse de l'angle, c'est-à-dire, il faut aller calculer notre θ'. C'est ça qu'on cherche. Donc, premièrement, il faut écrire une relation qui unit toutes nos variables. C'est-à-dire, j'ai un triangle rectangle, j'ai l'angle, le côté opposé et le côté adjacent. Bien, justement, si on utilise notre triangle SOHCAHTOA, est-ce que dans mon SOHCAHTOA, j'ai quelque chose qui utilise le côté opposé et l'adjacent? Bien entendu, c'est la tangente. Donc, si je fais tangente de
θ de t, ça me donne le côté opposé sur le côté adjacent. C'est-à-dire que ça va me donner 6 sur x de t, comme ça. Et ceci, c'est ma relation. Il me reste à aller dériver ça. Il y a deux grandes familles de stratégies ici pour résoudre ce genre de problème-là. Moi, ce que je préfère, c'est d'aller dériver tout de suite. Donc, on peut aller dériver tout de suite. Il y a certains étudiants qui vont préférer d'aller isoler en premier. Ça fonctionne. Vous avez le droit, si vous dites « Ah, je vais aller isoler mon θ en utilisant un arc tangente », ça fonctionne. C'est pas ce que je préfère utiliser parce que ça va complexifier largement la dérivée. Moi, ce que je vous conseille, c'est de dériver tout de suite. C'est plus facile de dériver un tan que de dériver un arctan. Mais si vous voulez isoler puis après aller dériver ça, j'ai pas de problème. Mais moi, je vais tout de suite dériver la relation qui est ici. Donc, je dérive à gauche, je dérive à droite. Qu'est-ce que ça va me donner? Dérivée de tan, on sait que ça me donne sec carré de θ de t. Puisque c'est une enchaîne, il faut multiplier par la dérivée de l'intérieur. Et à droite, je vais aller dériver cette relation-là. Encore une fois, je ne vais pas faire une règle du quotient. Je vais dire que cette quantité-là, c'est 6 fois x de t à la moins 1. Donc, en dérivant à droite, ça va me donner quoi? Ça va me donner à la moins 1, comme ça. En dérivant à droite, ça va me donner quoi? Ça va me donner 6. La dérivée de x de t à la moins 1, le moins 1 s'en vient en avant, ça va me faire un moins. Il va devenir à la moins 2. À l'intérieur, je vais mettre mon x de t multiplié par la dérivée de l'intérieur. Ce qui fait que mon θ' de t, ça va me donner quoi? Ça va me donner moins 6. Lui, il va aller au dénominateur. Fait que le x' va rester en haut. Puisque l'exposant est négatif, je le mets au dénominateur en permutant le signe de l'exposant. Et mon sec carré, je vais l'envoyer diviser l'autre côté. Fait que ça va me donner divisé par sécante carré de θ de t. Et maintenant que mon θ' est isolé, d'ailleurs, c'est ce que je cherchais, hein, mon θ', c'était la question qu'on se posait au départ. J'ai juste besoin d'aller remplacer l'ensemble des informations de mon problème et je vais gagner automatiquement. Donc, mon x'. Mon x', c'est la vitesse de l'avion. C'est de 580 km/h. Donc, le x', il est effectivement de 580 km/h. Sauf que, il faut faire attention à quelque chose ici, c'est un petit détail subtil, mais c'est là. On remarque que quand l'avion va avancer, la distance entre la caméra et l'avion va diminuer. Si la distance, elle diminue, c'est parce que la vitesse, elle est négative. Donc, en réalité, notre avion ne va pas à 580, il va à moins 580, puisque la distance diminue. De l'autre côté, s'il s'éloignait de la caméra, là, la vitesse serait positive. Un petit détail qu'il faut faire très attention ici, hein, c'est facile d'oublier cette petite chose-là. Ça veut dire que cette distance-là, elle est négative. Donc, ça va me faire moins 6. Le x', on vient de dire que c'est moins 580 divisé par x carré de t. Encore une fois, ils m'ont pas dit textuellement c'est quoi le x de t, mais on peut aller le calculer. C'est-à-dire, je sais que ça c'est 6. Nous, on veut le savoir quand l'angle est de pi sur 3. Donc, quand l'angle est de pi sur 3, avec la trigonométrie, je suis capable d'aller calculer x de t. C'est-à-dire, par la trigonométrie, on sait que tan de pi sur 3, ça va être égal au côté opposé sur le côté adjacent. Donc, c'est-à-dire 6 sur mon côté x de t. Donc, j'envoie le x de t là, je divise par tan, ça va me donner x de t est égal à 6 sur tan de pi sur 3. Ce qui fait que cette donnée-là ici au carré, le x de t, je peux aller le remplacer par 6 sur la tangente de pi sur 3, comme ceci. Et multiplié par sécante carré, l'angle, on l'a dit tantôt, c'est au moment de pi sur 3 parce que c'est dans la question. Et il faut pitonner cette quantité-là pour avoir notre bonne réponse. Allons chercher la calculatrice. On fait notre symbole de diviser, donc ça va me donner
moins 6 fois moins 580, là, je ne vais pas mettre mes signes. 6 fois 580. Divisé par, ouvrez parenthèse, dans cette parenthèse-là, je vais mettre une division. Donc, 6, la tangente de pi sur 3. Oups, ça n'a pas marché. De pi sur 3 au carré. Assurez-vous d'être en mode radian. Hein. Si vous dérivez en mode degré, ça ne marchera pas. Hein. Regardez, moi, c'est écrit en haut, là, radian, là, c'est bien important. Si vous n'êtes pas en radian, vous n'aurez pas la bonne réponse. Et multiplié par trig, la séquente. Si jamais vous n'avez pas la touche séquente sur votre calculatrice, n'oubliez pas que c'est 1 sur cos. Hein. Séquente de pi sur 3. Et il ne faut pas se tromper, il ne faut pas oublier notre petit carré. Ce qui me donne 72.5. Donc 72.5. C'est quoi les unités de ça? Ce sont des radians par seconde, puisque c'est une variation de l'angle. Donc mon angle est mesuré en radians, on vient de le dire. Et ce sont des... Oh, c'est pas des secondes, excusez-moi. Ce sont des heures, des kilomètres par heure. Il faut faire attention. Donc, puisque ma vitesse était donnée en kilomètres par heure, mon temps, donc ça veut dire qu'on va avoir des heures. Petite erreur de ma part, c'est pas très grave. Toujours rester attentif à ce qu'on fait. Voilà. Parfait. Fait que c'était le dernier exercice. Ça devrait vous donner une petite base pour pouvoir faire vos exercices. Donc là, je sais pas, je sais que c'est beaucoup de travail, mais en se forçant, on est capable d'avoir un bon résultat à cette question-là. Donc je vous dis bon succès et on se voit dans une prochaine vidéo.